Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entrepreneus. C'est la rentrée, là, c'est le cas de le dire. C'est la rentrée pour les entrepreneurs guadeloupéens, enfin pour l'émission des entrepreneurs guadeloupéens. Bien évidemment, comme c'est les élections, on ne va pas recevoir d'entreprises qui sont sur les listes ou qui ne sont pas sur les listes pour le moment. Donc on va faire un récapitulatif au contraire des émissions de la semaine dernière. Comme vous avez vu, donc nous avons reçu les 4 listes qui sont en train de concourir pour la tête de la présidence de la Chambre des métiers. On va faire un petit débriefing et vous expliquer un petit peu, vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Et après, en fin de mois, comme vous savez, il y aura les élections pour la CCI. Donc pour l'instant, on va plutôt parler vraiment des problèmes économiques que nous avons au lieu de recevoir des entrepreneurs. On va recommencer à recevoir les entrepreneurs après les élections. Comme ça, nous serons tranquilles et on pourra parler de beaucoup d'autres problèmes qui concernent notre tissu économique entre-temps. Donc cet après-midi, nous sommes avec Gilles Casimir pour la rentrée. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, je dis la rentrée, on est en novembre, en octobre. Bonsoir à tout le monde. Merci. Ça s'est bien passé là, juillet, août, finalement à prolonger à septembre. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Bon, d'accord. Bon, tout à l'heure, on va refaire la dernière partie de la chronique. Alors, est-ce qu'on peut faire un récapitulatif? C'était sur quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je t'avoue qu'on va pas parler de la dernière partie de la chronique de la dernière fois. J'ai gardé ça au chaud. On va parler d'autres choses. D'accord. Ça va être surprise. Aujourd'hui, ce sont les élections. Il y a beaucoup de choses en place. Très bien. Beaucoup de conflits. Donc, j'essaie de piocher dans les outils quelque chose qui pourrait nous être utile pendant cette période un peu compliquée. D'accord, très bien. Je suis pressée de voir ce qu'on va dire tout à l'heure. Alors, bonsoir, avec nous, une nouvelle intervenante, une enseignante. Bonsoir, donc c'est Ludwina Merrill. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. C'est la première fois, j'espère que c'est pas la dernière, n'est-ce pas? On verra. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes enseignante en Guadeloupe. Vous travaillez où? Dans quelle école? Avec quel niveau? Comment ça se passe? Alors, je suis professeure au Collège général de Gaulle-au-Moule. J'ai des classes de 5e, 4e et 3e. Comment ça se passe niveau lecture et tout? On entend souvent que ces enfants de 6e ne savent pas lire. Comment ça se passe ici en Guadeloupe? Alors, ici en Guadeloupe, c'est assez laborieux en fait, dans la mesure où on se retrouve à la conjonction de 2 langues, donc qu'on le veuille ou non, le créole et le français. Donc, certains élèves sont en grande difficulté. Donc on fait des efforts pour les rattacher à la lecture, mais ce n'est pas forcément le plus évident. Donc même avec des niveaux comme, moi par exemple j'ai 5e, 4e, 3e, donc le cycle 4, ils restent en difficulté en termes de lecture. D'accord, donc il faudrait vraiment que même plus jeune, on change les techniques d'apprentissage, voilà. Tout simplement, je pense. D'accord. Alors ce soir, nous allons parler de nos responsables économiques. Comme vous savez, il y a des élections. Donc nos responsables économiques sont-ils responsables? Donc toute la question est là. Est-ce que nos responsables économiques sont responsables? Est-ce qu'ils ont conscience de leur poids, de l'importance de leur travail lorsqu'ils se présentent pour être président à la Chambre des métiers ou encore à la CCI? Vu le taux de chômage que nous avons en Guadeloupe, je me demande vraiment si les responsables économiques sont responsables. Est-ce qu'ils font tout pour faire baisser ce taux de chômage? On va faire un petit peu un bilan de ces 10 dernières années parce que c'était un petit peu la catastrophe. Donc on va déjà commencer par rétablir une certaine vérité. Alors, une question que les artisans guadeloupéens se posent, pourquoi est-ce que c'est la CCI qui a été nommée, on va dire entre guillemets, pour être l'interlocuteur du gouvernement pour la gestion de la crise sanitaire? La réponse est très simple. On vous a sorti les chiffres, ça va s'afficher tout de suite. 16 474 électeurs. C'est le nombre aujourd'hui d'électeurs qu'a notre Chambre des métiers en Guadeloupe. En France, c'est 17 millions, plus de 17 millions d'électeurs pour la Chambre des métiers. Donc ça veut dire que 1,7 million, pardon. Donc toutes les chambres des métiers confondues, donc France hexagonale plus Outre-mer, ça fait 1,7 million d'artisans. Ça, ce sont les chiffres pour la Chambre de l'artisanat, de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe.
Maintenant, voici les chiffres pour la CCI des îles de Guadeloupe. C'est 36 380 établissements qui sont aujourd'hui, en tout cas, qui ont été appelés à voter aujourd'hui à la CCI de Guadeloupe. Et pour les chiffres au niveau, je vais dire national, puisque ça concerne la France hexagonale plus les Outre-mer, c'est 3 millions, donc quasiment le double, des artisans. Donc on va arrêter de tergiverser et de raconter n'importe quoi aux artisans guadeloupéens. La Chambre de l'artisanat n'a pas perdu sa crédibilité. Au contraire, c'est même sous la présidence de Gabriel Foy qu'elle a eu un petit peu de crédibilité au niveau de l'artisanat français, puisque je rappelle que la Chambre de l'artisanat, c'est un réseau, on fait partie d'un réseau. Donc si quelqu'un vous a dit que la Chambre a perdu sa crédibilité, cette personne n'est pas responsable, parce que c'est grave que quelqu'un qui se présente à une chambre ne soit pas au courant des chiffres et ne soit pas au courant de ce qui se passe dans son département. Donc ça, ce sont les premiers chiffres que nous avons vérifiés, que nous vous mettons à disposition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous trouvez que nos responsables économiques sont responsables en Guadeloupe? Donc, en tant que consommatrice, j'aurais tendance à dire que pas du tout. Normalement, lorsqu'on parle d'économie, il y a une perspective à avoir. Pourtant, quand on regarde l'économie de la Guadeloupe, la façon dont elle fonctionne, on reprend les mêmes et on recommence. Au lieu d'envisager l'avenir, de se dire que finalement, moi je suis professeur, donc notre avenir ce sont les jeunes. Au lieu d'envisager une formation, de s'adresser à eux, on reste sur des problématiques passées. Je regardais les émissions précédentes. Il y a eu beaucoup d'interventions sur ce qui s'est déjà fait et très peu sur ce qu'on envisage de faire. Donc, est-ce qu'on peut penser que ces gens-là sont responsables? À mon humble avis, non. La responsabilité, c'est quand on envisage la gouvernance de quelque chose, c'est de se poser, d'envisager, de faire un bilan de ce qui a déjà été fait et ensuite de prospecter, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce qui existe déjà. Se plaindre, dire que oui, il y a du chômage, oui, les gens ne savent pas utiliser Internet, etc. C'est ce qui est faux en plus, ça a été démenti par la Chambre des métiers. Visiblement, on est même en avance, et j'ai vérifié en termes de chiffres, on est même en avance sur le territoire hexagonal. Donc les Guadeloupéens savent utiliser Internet. Je m'en doute bien, mais ça prouve qu'il y a quand même une méconnaissance du tissu économique de la part de gens qui sont censés diriger dans cette direction-là. Donc c'est dommage. Et c'est quoi votre avis sur ça, Gilles Casimir? Eh bien, moi, mon avis, il est très simple, il est très basique. Est-ce qu'ils sont responsables? À partir du moment où vous avez une charge, vous êtes élu, vous avez une fonction, vous êtes responsable. C'est comme un capitaine à la barre d'un navire. Vous êtes responsable de l'état du navire, de la destination et puis de l'atteinte des objectifs. Donc, est-ce qu'ils sont responsables de la situation catastrophique aujourd'hui? Je ne saurais dire, mais en tout cas, chaque personne au poste à un moment donné doit rendre des comptes sur la période pendant laquelle il a été à la barre du navire. Donc oui, ils sont responsables. D'accord. En tout cas, ils ont des responsabilités. En tout cas, ils sont censés prendre les responsabilités. Oui. Moi, franchement, concrètement, après avoir reçu les 4 listes, j'ai pas l'impression que tout le monde prenne... Pour moi, j'ai vraiment un problème avec pas forcément particulièrement les têtes de liste, mais il y a vraiment un problème quelque part. Moi, lorsque je reçois des gens qui me disent « ce n'est pas de ma faute parce que le président m'a pas laissé faire, machin », je suis sûre que j'appelle le président qui va me dire « ah mais si, mais moi je ne suis pas un tyran, j'ai laissé faire, mais ce sont les personnes qui n'ont pas pris leur reste ». C'est le serpent qui se mord la queue. On reste enlisé dans une histoire dans laquelle j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à s'élever, on n'arrive pas à sortir de ça. Mais malheureusement, en attendant, le chômage augmente, puisque ce sont ces personnes justement qui sont censées former nos jeunes. Qu'ont-ils fait pendant les quelques mois où ils étaient là? Est-ce qu'ils ont au moins impulsé quelque chose? On n'en voit pas les résultats. Je veux dire, c'est vraiment dernièrement qu'on voit un changement au niveau de la Chambre, ne serait-ce qu'avec la commission provisoire. Et avant, faut le reconnaître, Gabriel Foy, c'était quand même le président de la transparence. Donc, est-ce que vous trouvez qu'ils sont visionnaires même? Est-ce qu'ils ont une vision? Moi, je vois qu'on a commencé des débats économiques bien avant. À l'époque, c'est Monsieur Simon Vainqueur qui était là. D'ailleurs, merci, parce que quand même, il nous a donné quelqu'un au niveau de la Chambre pour pouvoir intervenir et parler des problèmes. Ça veut dire que sur ce point, ça ne le dérangeait pas, visiblement, qu'on mette tous les problèmes dehors, parce qu'il y a beaucoup de choses à percer. Mais...
est-ce que ça a servi à quelque chose? C'est-à-dire que est-ce que leur intervention a servi à quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un impact? Ils se sont dit après, bon voilà, on a parlé de comment il faut faire pour essayer d'aider les artisans à vendre leurs produits à l'extérieur. Profitons-en, comme on voit que c'est quelque chose qui est demandé, allons faire quelque chose pour que ce soit mis en place. Moi, je n'ai pas l'impression que ces choses ont été faites. Par rapport à ça, par exemple, vous êtes professeur avec les jeunes, comment ça se passe? Est-ce que vous leur dites, si demain vous n'aimez pas l'école, allez à la Chambre des métiers, vu l'état dans lequel la Chambre des métiers est aujourd'hui? Alors, à titre personnel, ce n'est pas une responsabilité que je prendrai. Je peux leur informer de l'existant. Il n'y a pas de souci. De manière, je suis au collège, donc on est en partenariat avec le lycée qui est juste à côté, qui est d'ailleurs un lycée des métiers. Donc c'est une perspective. Mais de leur dire là, tout de suite, qu'ils ont cette possibilité-là, en sachant, parce qu'ils ont des grands frères et des grandes sœurs qui ont connu, par exemple, des CFA et qui ont dû malheureusement partir, c'est délicat de leur dire, écoutez, vous avez cette possibilité. J'essaye toujours de leur dire, ce sont de jeunes Guadeloupéens, vous devez œuvrer pour votre île. Mais voilà. Pourquoi est-ce que leurs grands frères, est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi leurs grands frères partent? Est-ce que c'est à cause du CFA en lui-même ou est-ce que c'est à cause des entreprises où ils ne trouvent pas de stage? On a vu, même moi ici, les jeunes, même quand c'est gratuit, les entreprises ne les prennent pas forcément. Pourquoi est-ce que leurs grands frères, grandes sœurs sont partis sur ce point? Est-ce que vous avez une réponse? Alors, il y a plusieurs réponses en fait, puisque nécessairement une question, ça peut être multiple. En fait, il y a le premier point qui est bien souvent les jeunes, quand ils arrivent en fin de parcours, en lycée, ils se disent qu'ils ont envie de voir autre chose. Donc la première chose qu'on leur montre très souvent, c'est la France. Donc ils se disent pourquoi ne pas essayer. Il y a la deuxième possibilité également qui est, voilà, j'ai tenté mais je n'ai trouvé personne. Je veux me former mais malheureusement, on le voit très souvent sur les réseaux, des jeunes qui passent des annonces désespérées pour essayer de trouver quelqu'un et qui ne trouvent personne. C'est délicat de commencer dans une formation sans entreprise. Donc il y a cette deuxième possibilité-là. Comment faudrait faire pour que les entreprises prennent, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est revenu régulièrement au niveau des 4 listes, qu'il faut inciter les chefs d'entreprise guadeloupéens à prendre des jeunes, à former des apprentis pour la transmission. Ça c'est quelque chose qui revient dans la bouche des 4 personnes qui veulent se présenter. Comment inciter? Pourquoi ils ne prennent pas des jeunes? Comment inciter? On sait qu'il y a un problème avec l'argent, l'État ne payait pas. Il y a aussi un problème de comportement. Les entreprises nous disent aussi, bon, moi je veux bien prendre un jeune, mais si c'est pour me faire voler ou c'est pour me faire insulter ou qu'il arrive tout le temps en retard, c'est pas bon. Donc comment est-ce qu'on peut les inciter de ce côté? Question difficile. Je pense que s'il y avait une recette magique, elle serait déjà mise en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... Alors, quand on veut changer le résultat, il faut déjà faire le diagnostic avec les règles qui existent. Est-ce que les règles aujourd'hui existantes favorisent l'embauche de jeunes Guadeloupéens? Alors, je ne parle pas des problèmes économiques où les entreprises sont en difficulté, je ne parle pas de ça. Mais force est de constater aujourd'hui que tout est mis en place pour que le jeune soit gentiment, fortement poussé vers l'extérieur. Et on constate donc c'est plus une question de mentalité alors aussi. Ce sont les règles qui favorisent ça. Et ce sont les règles également qui favorisent le fait qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui rentrent en Guadeloupe. Oui, et heureusement. Non, mais pas forcément antillais. C'est ce que je veux dire. Oui, et là, je ne veux pas dire heureusement, désolé. Voilà, alors je ne veux pas faire de oui, je préfère que les autres reviennent en premier. Il faut être factuel. C'est vrai que la jeunesse guadeloupéenne est poussée vers la sortie, clairement. Elle se forme ailleurs, et une fois qu'elle s'installe ailleurs, c'est beaucoup plus difficile de rentrer. Et c'est vrai qu'en même temps, on constate qu'il y a des personnes qui rentrent. Oui, les métropolitains, on peut le dire, puisque c'est des choses qui sont connues même publiquement. Il y a eu des articles dessus, ça a été prouvé. Ils ont expliqué que la Guadeloupe était le point de chute le meilleur avec la Réunion. Voilà. Donc oui, ça, on peut le dire. Moi, j'ai aucun problème. Il n'y a pas d'idéologie, on est factuel. Voilà, on est factuel. Voilà. Exactement. Donc il faut, à ce moment-là, si on veut changer quelque chose, il faut changer les règles pour que les règles puissent permettre de rendre possible le résultat que vous souhaitez. Ça paraît simple comme ça, mais c'est comme ça qu'une société fonctionne. D'accord. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. Alors, j'ai regardé encore les émissions pour essayer de vous sortir un programme. Alors, déjà, information que je répète. D'ailleurs, j'ai distribué un petit peu des points. J'avais demandé aux quatre listes de m'envoyer leur programme par mail.
Donc aujourd'hui, vous n'allez voir s'afficher que les listes qui m'ont envoyé leur programme. Donc comme ça va être très clair et très précis. Et voilà, donc une nouvelle voie pour l'artisanat, donc la liste de Patrick Hubert, lui. Donc je lui avais mis un bon point parce qu'il a envoyé son programme au moment où on a demandé. Vous allez voir la deuxième affiche qui va s'appliquer, qui s'est affiché, et tout à l'heure on va revenir dessus pour regarder un petit peu ce qu'il présente. Et la deuxième liste qui m'a envoyé son programme, c'est Gabriel Foy, donc relançant ensemble l'économie guadeloupéenne, et lui il m'a envoyé plusieurs documents, et vous voyez par contre 5 axes pour faire de l'artisanat le socle de la relance économique de la Guadeloupe et de ses îles, donc 5 points. Ça j'ai trouvé que c'était pas mal, parce que beaucoup de gens parlent beaucoup pour au final nous promettre plein de trucs, mais ça c'est pareil pour les élections présidentielles par exemple, et au final ils font rien du tout. Donc on préfère avoir un candidat qui a 3 points et qui va au bout de ces 3 points. Donc, et le format c'est très clair, c'est très net, d'ailleurs vous le voyez s'afficher et vous pouvez regarder de quoi il s'agit. Donc il m'a même envoyé exactement donc la liste avec toutes ces personnes, mais ça aussi Patrick Hubert aussi me l'a envoyé. Donc j'ai donné un bon point aux candidats qui avaient envoyé leurs éléments, et un bon point parce que normalement le deal était 4 personnes en plateau, une seule liste, et on a commencé l'émission avec 4 personnes en plateau pour une seule liste, donc qui est la liste de Gabriel Foy. Donc chacun ne pourra s'en prendre qu'à lui-même, puisque je rappelle que lorsque j'ai contacté les intervenants, ils ont choisi eux-mêmes le jour de leur passage, et tout le monde a choisi. D'ailleurs au début il y avait plusieurs personnes qui voulaient le lundi, ensuite ils ont choisi le mercredi, le mardi. Une seule personne a eu une date imposée, c'est Gabriel Foy, il restait plus que le vendredi, donc je lui ai envoyé un message en disant désolé, il ne reste que le vendredi, donc organisez-vous pour être le vendredi avec vos 4 intervenants. Donc voilà. Alors, par rapport au débat de la présentation de la liste de Simon Vainqueur, beaucoup de choses ont été dites en plus que j'ai dû après rectifier, mais les bonnes choses que moi je retiens, c'est une fois qu'on enlève tout le superflu, parce qu'il y a eu beaucoup de paroles, comme vous disiez tout à l'heure, beaucoup de paroles inutiles, ça a été difficile pour moi de recentrer d'ailleurs la conversation et pour demander vraiment quel était le programme. Donc, lui reconnaît qu'il y a un manque de stabilité au niveau de la Chambre. Donc, de toute façon, dans leurs autres communications, ils ont aussi reconnu qu'ils sont responsables de cette instabilité. D'ailleurs, ils se sont mis avec Monsieur Lasserre, qui est tout autant responsable de la stabilité. Après, c'est aux Guadeloupéens de décider si 2 personnes instables font quelque chose de stable. Ça, c'est la seule chose que moi, je peux dire. Par contre, les 5 grands points qui sont un petit peu ressortis de cette conversation, c'est de repenser un nouveau modèle économique. Donc, j'ai entendu, mais je ne sais pas comment, repenser la découpe du territoire. Donc ça, ce sont des choses qui ont commencé à être mises en place dernièrement avec la dernière présidence de la Chambre. Donc à voir comment ils vont le mettre en place, je ne sais pas du tout. Et repenser le numérique. Donc ça, oui, c'est une bonne chose. Mais nous, ici, entre Proms, avec les artisans, ça fait 1 an et demi qu'on parle de la numérisation au niveau de la Chambre. Donc est-ce qu'ils sont au courant? Déjà, est-ce qu'ils regardent les émissions des artisans? Est-ce qu'ils sont au courant que repenser le numérique, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à mettre en place? Vous en pensez quoi quand vous voyez ce genre de choses? Alors, on entend beaucoup de choses, de mots-clés, de mots importants. On entend difficulté. Donc, je vais reprendre l'image du capitaine de navire. Ok, la mer est mauvaise, il y a des vagues de 9 mètres, il y a un vent violent, il n'y a pas de vent, ou il y a un cyclone ou autre. Les difficultés existent de toute façon. Donc, voilà, on ne peut pas juger d'un fonctionnement d'une institution par rapport aux difficultés. Il y en aura toujours. Par contre, ce qui est intéressant, c'est plutôt le résultat. Et justement, sur le résultat, on n'en parle pas beaucoup très souvent. Et pourquoi? J'aimerais beaucoup que... Alors, je me souviens plus s'il peut mettre une petite affiche que je lui ai envoyée tout à l'heure. Et ça va peut-être aider toutes les personnes qui votent, que ce soit pour la CCI, que ce soit pour la Chambre des métiers d'artisanat. C'est quelque chose de très simple qui est enseigné partout. C'est quelque chose de basique que tout le monde connaît mais qu'on oublie très souvent. Quand on donne des objectifs, quand on dit qu'on va faire quelque chose, il faut que l'objectif soit SMART. Alors on va le lire ensemble pour que ça puisse bien le démocratiser. SMART en anglais, ça veut dire intelligent.
Donc, il faut que ce soit spécifique, l'objectif. Donc, il doit être simple, clair et sans ambiguïté. Il faut qu'il soit mesurable. Donc, on est censé pouvoir dire exactement combien ou chiffrer les choses. Il doit être atteignable. Donc, il doit être approprié en fonction des ressources disponibles et ambitieux pour motiver. Vous parliez de vision. Il doit être réaliste. Donc, l'objectif ne doit pas être ce que vous voulez faire, mais ce que vous pouvez faire. Et puis, enfin, il doit être temporel. Il doit être borné. C'est-à-dire que l'objectif, il va être réalisé à tel moment. Lorsqu'il y a des personnes qui disent qu'elles veulent des responsabilités et qu'elles fixent des objectifs, ces objectifs, pour qu'ils puissent être concrets, pour qu'on puisse y croire, il faut que ces objectifs puissent respecter ces règles-là. Voilà. Et quand vous disiez beaucoup de paroles, beaucoup de choses, beaucoup de nanas, si ça ne respecte pas ça, c'est du vent. Ah ben là, il y a eu C'est de la une poésie. tornade, une tempête. Hein. Voilà, et d'où l'image du capitaine. Si vous partez de la Guadeloupe, alors merci pour l'image, si vous partez de la Guadeloupe et que vous dites que vous voulez visiter la ville de l'île de Gorée, allez, disons, que c'est votre cap, que c'est votre vision, vous prenez le navire, vous prenez les responsabilités, vous avez une équipe, vous êtes dans votre, non pas maintenant, vous êtes dans votre bateau et vous dites que vous voulez arriver à l'île de Gorée. Si vous n'y êtes pas arrivé, le résultat il n'est pas atteint. Donc c'est que vous êtes un mauvais capitaine. En tout cas, vous n'avez pas atteint l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc c'est factuel. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des personnes en poste ou des personnes qui se positionnent, il faut qu'on soit factuel. Est-ce que ça, le SMART, c'est quelque chose que vous avez vu dans les têtes de liste qu'on a reçues là? Absolument pas, malheureusement. Moi, je rejoindrais M. Casimir sur le fait qu'en fait, c'est un manque de méthode. Il y a peut-être beaucoup de bonne volonté, puisqu'on ne peut pas le leur enlever. On ne se présenterait pas à moi d'une bonne volonté. Mais il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas... Enfin, pour envisager l'avenir, il faut un bilan. Est-ce que le bilan a été fait correctement, en tout cas, sans ressasser tout ce qui a pu poser problème, mais à la rigueur, si on revient sur ce qui a posé problème, se dire, cela a posé problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? On a un souci de stabilité, comment est-ce qu'on peut finalement se fédérer, puisqu'on a tous, en théorie, le même objectif. Il y a 4 listes, mais les 4 listes ont le même objectif, normalement. En théorie. Après, ce sont les moyens pour y arriver qui seront différents. Donc, qu'est-ce qu'on envisage de faire pour changer ce qui n'a pas fonctionné? Puisqu'on ne peut pas reprendre les mêmes méthodes et envisager d'avoir des résultats différents. Oui, là, faudrait vraiment, ce serait vraiment incompréhensible. Donc, pour la liste de Monsieur Michel Adélaïde, donc il y a eu un petit peu moins de paroles sur ce qui s'est fait avant ou ce qui s'est pas fait avant, mais par contre, c'était compliqué d'avoir des réponses concrètes et claires. Donc moi, j'ai dû revoir aussi l'émission pour essayer de sortir vraiment les points importants pour les gens. Désignation d'un référent par territoire. Donc lui aussi, il dit qu'il faudrait revoir comment on définit les territoires pour les gens. L'artisanat doit être bien vu. Oui, mais ça on le sait, ça fait 1 an et demi qu'on le répète. Donc est-ce que quand on dit l'artisanat doit se faire bien voir et qu'on doit être à l'écoute des producteurs, est-ce que ça c'est quelque chose de nouveau? Possibilité de travailler avec les autres chambres consulaires, mais ça aussi c'est quelque chose qui a été mis en place pour la crise, mais même aller plus loin. Donc pareil, est-ce que ces personnes se tiennent à jour? Est-ce qu'ils savent par exemple qu'au niveau de la chambre des métiers, de la chambre de l'agriculture, il y avait déjà un rapprochement qui a commencé à se faire sous Gabriel Foy? Donc c'est vraiment des choses, je me demande pourquoi ils ne sont pas au courant déjà de ces points pour dire voilà, il y a déjà eu un rapprochement qui a été fait en place. Moi, je vais continuer ce rapprochement pour dire on va sortir tel projet, on va par exemple mettre en avant un seul produit, je ne sais pas moi, prenons une marque. On va citer, allez hop, on s'en fiche de la publicité, on va citer Lay's. D'accord? Ils vendent des chips à travers le monde entier. Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas il y a déjà eu un rapprochement entre la chambre de l'agriculture et la chambre de l'artisanat? On va continuer et on va faire par exemple nos marques de chips ou je ne sais pas, notre miel. On sait que notre miel c'est le meilleur du monde. Et on va tous se concentrer sur un produit de manière à exporter notre miel sur la planète entière et que notre miel soit vendu partout. C'est une idée, un exemple.
Parce que même eux, quand je leur ai parlé, je leur ai montré aussi un extrait, je crois que c'était sur la distribution des produits, me semble, par rapport au carnaval, si je ne me trompe pas. J'ai l'impression que c'est moi qui dois leur apporter des idées pour qu'ils puissent se dire ah oui, il y a un problème là. On va faire ceci. Vous avez franchement, moi je sais même pas quoi dire quoi. Comment vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez trouvé de cette situation? C'est une situation qui est dommageable dans la mesure où on revient sur cette idée de manque de perspective, puisque finalement, ils ont les ressources à leur disposition. Les artisans sont là. Les artisans ont déjà des produits qui fonctionnent. On a quand même des artisans d'excellence en Guadeloupe. Pourquoi, quand on envisage de représenter des gens qui sont déjà dans l'excellence, on ne se met pas à leur niveau, c'est-à-dire dans l'excellence? Ça, c'est exactement, je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est la meilleure phrase de toute cette élection. Est-ce qu'ils sont au niveau de nos artisans? Moi, c'est ma véritable interrogation. Donc, et pour l'instant, sur les 2 listes que où je viens de faire le récapitulatif, je ne trouve pas qu'ils soient au niveau de nos artisans. Donc, c'est peut-être dur. On me reproche souvent d'être dur avec les entrepreneurs, mais on n'a plus le temps de tergiverser et de rester enlisé. Il faut qu'on avance. Là, je veux dire, toute l'année, on vous présente des Guadeloupéens qui ont fait la campagne présidentielle de Barack Obama. On vous présente des Guadeloupéens qui sont dans le New York Times parce qu'ils sont reconnus comme étant des grands acteurs immobiliers. On vous présente des Guadeloupéens qui sont primés, meilleurs artisans, meilleurs. On ne peut pas avoir des présidents qui ne leur arrivent pas à la cheville. Ça, après, les artisans, vous faites votre choix, mais après, il ne faut pas non plus venir se plaindre et venir pleurer si on n'arrive pas à avancer. Allez-y. En fait, on a l'impression qu'il y a un fossé entre les fonctions et l'accompagnement. C'est ça. Je tiens à rappeler, parce que je ne l'entends pas beaucoup, les artisans, les entrepreneurs, ce sont des gens, ce sont des humains, ce sont des hommes et des femmes qui derrière ont des familles, ce sont des gens qui ont des compétences, qui ont un savoir-faire. Alors peut-être qu'ils ne s'y connaissent pas en comptabilité, peut-être qu'ils ne savent pas faire un business plan, mais ils ont une vraie richesse, ils ont un savoir. Et ces gens-là, ils ne sont pas plus bas que quelqu'un qui est dans un bureau. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre que c'est l'être humain qu'on doit accompagner. C'est des vrais mouns, en fait. Tout le monde, nous ni compétences. Et là, vous avez parlé beaucoup de personnes valorisées ailleurs, mais en Guadeloupe, si on s'y met, on va trouver des pépites. Mais il faut vraiment mettre l'accompagnement, en tout cas de mon point de vue, mettre l'accompagnement au cœur. L'accompagnement sur tous les outils, toutes les compétences dont ces gens-là ont besoin. Pas seulement de l'aide, pas seulement de l'argent, mais un véritable accompagnement. Et puis, amener le savoir à niveau de ces personnes-là. Ces personnes-là ne peuvent pas sortir de leur quotidien, sortir de leur atelier, sortir de leur laboratoire pour aller comprendre. En plus, l'administration française est extrêmement compliquée. Déjà, c'est une des plus compliquées au monde. Donc, il va vraiment falloir simplifier les choses et se mettre au même niveau que tout le monde, en fait. C'est ça. Et on a l'impression qu'il y a un décalage. En tout cas, c'est l'impression que ça donne de l'extérieur. Il y a un décalage entre les fonctions bureaucrates, administrative, et l'artisan qui est au cœur de sa production, qui a besoin de nourrir sa famille, qui a besoin de fonctionner, qui a besoin de payer ses crédits, qui a besoin de matériel. Voilà. Donc la proximité et se mettre au niveau des gens. Et ça, non seulement nos artisans le payent, au niveau de leur entreprise, parce quand ils se retrouvent en difficulté, ils ne savaient pas comment faire, on a mis des choses en place. Bon, je disais que les artisans sont heureux. Je ne dis pas que tout va bien, mais au moins, ils sont heureux de voir qu'on s'intéresse à eux, qu'on va dans leur entreprise, qu'on fait découvrir ce qu'ils font. Les films, on vient les regarder, Vraiment, ils voient qu'on s'intéresse un petit peu plus à leur métier, à leur problématique. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau pour eux. Donc, c'est quelque chose qui a quand même été bien reçu, même au niveau de la population, qui, eux, étaient vraiment contents. Moi, je vois, par exemple, qu'on reçoit des artisans à Noël, mais les gens n'arrêtent pas d'appeler partout pour savoir le miel que vous avez vient d'où, l'huile de coco que vous avez, qui l'a fait. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui se développe et ça met du temps. Donc, il faut continuer, persévérer dans le temps. Ça va venir au fur et à mesure. Mais non seulement ça pénalise nos artisans, mais c'est surtout nos jeunes. Parce que c'est eux qui se retrouvent après embêtés, puisque la chambre des métiers après n'est pas capable d'assurer vraiment
la prise des apprentis, par exemple dans toutes les entreprises, parce que avec quand je dis n'est pas capable, je ne parle pas des administratifs, hein. Donc je sais que toute la semaine on a essayé de rejeter de la faute sur les administratifs de la Chambre, mais en attendant le problème il a été là pendant ces dernières années au niveau politique. Donc c'est au niveau des responsables, des présidents, et j'englobe tous les vice-présidents et tout qui disent c'est pas de ma faute, c'est pas moi, c'est ma sœur. On n'est plus dans la cour de récréation, on n'a pas 5 ans. Vous êtes président, vous êtes comptable de ce qu'a fait votre majorité ou de ce dans lequel vous étiez, quoi. Les gens qui disent par exemple Macron ce qu'il a fait c'est pas moi, non, dans ce cas-là ça on démissionne. Donc à partir du moment où vous n'avez pas été capable de mettre des formations en place. Moi, comment ça fait? J'arrive en Guadeloupe dans la Chambre des métiers. Depuis 2009, le LKP, ils avaient déjà prévenu. On peut ne pas être d'accord avec eux politiquement, pas politiquement, mais on ne peut pas quand même jeter à la poubelle tout ce que tout le monde dit, d'accord? Ça fait depuis 2009, on vous dit, il va y avoir des travaux en Guadeloupe, il n'y a pas d'eau, donc il faut changer les canalisations. Où sont les jeunes dans les centres de formation et dans les apprentis? Où sont les jeunes qui vont changer les canalisations? On va faire venir des gens de Belgique, du Canada, de Bruxelles pour nous changer la canalisation de Guadeloupe. Il y a un CHU qui est en construction. Pourquoi ce sont des Italiens, des Polonais, des Turcs, des Russes qui sont dedans? Pourquoi ce ne sont pas des Guadeloupéens? Ça, c'est la responsabilité de la Chambre des métiers. Et pendant les 5 dernières années, là, depuis 2016, tous les présidents qui sont passés, au lieu, c'est de ça qu'ils auraient dû s'occuper. Justement, ça aurait dû être leur point, fixer ce point. Allez-y. Alors peut-être, concrètement, si je vous suis bien, donc il devrait être visionnaire et proposer des choses. Oui. Dans la mesure où on est responsable et on voit qu'on n'a pas les moyens, qu'on ne peut pas mettre en place ce qu'on aimerait. Là, ils les avaient. Ils les ont pas utilisés. Imaginons, une personne responsable ferait le point. Voilà, concrètement. Donc ils n'ont pas fait, tout simplement. Voilà. C'est pas simplement dire on peut pas faire à cause de ça, mais c'est aussi dire de quoi on a besoin pour faire ça et expliquer. Je sais que la Chambre avait des problèmes financiers. Monsieur Vainqueur a dit qu'il a redressé la Chambre. Moi, sur ce point, je le crois. Il est de bonne foi. D'ailleurs, je pense plus que lui, c'est au niveau de sa liste. Il n'aurait peut-être pas dû faire cette liste-là, enfin, d'après ce que me disent les gens, encore une fois, au niveau des artisans dans la rue. Mais visiblement, il y avait des problèmes économiques. Donc je peux l'entendre pour la partie économique, mais au moins pour former les jeunes, pour avoir des futurs carreleurs, pour aller... La plus grosse difficulté, quelle que soit l'entité, l'organisme, la collectivité, quel que soit l'ensemble de personnes aujourd'hui qui travaillent administrativement pour développer un métier ou un corps de métier, la principale difficulté, je ne suis pas sûr que ce soit les finances. Oui, ce sont les finances, voilà. Mais la plus grosse difficulté, c'est le travailler ensemble. C'est ce que je disais à M. Delahaye. La plus grosse difficulté, ce sont les relations humaines. Et ça, on le voit. Et je le répète, la plus grosse difficulté, ce sont les relations humaines. Donc c'est une guerre d'ego en fait. Ah, je sais pas. Je suis pas dans un jugement. Je suis pas meilleur qu'un autre. Ils se sont pas fédérés. C'est un constat. Nous sommes un tout petit territoire. Nous avons 390 000 personnes. Je le répète à l'envi, il y a moins de monde en Guadeloupe qu'à Toulouse. D'accord ? Toulouse, c'est une seule ville. Nous avons un problème pour travailler ensemble. Et vous n'avez qu'à voir justement toutes ces personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent. Alors, je tire sur personne, je suis dans aucun camp. Ah oui, non, mais de toute façon, oui. Mais il y a beaucoup de personnes, justement, qui ne savent pas la vraie situation des personnes qu'elles représentent et qui candidatent pour des postes. Oui, j'ai vu ça. Nous le voyons tout le temps, nous le constatons. Donc, il y a un véritable problème, en fait. Où est l'intérêt supérieur dans tout ça? C'est ça. Voilà. Est-ce qu'ils ont conscience de... Alors là, c'est très intéressant cette question parce qu'on arrive à Monsieur Patrick Hubert. Donc ça va s'afficher. Donc lui nous a envoyé son programme, c'est l'affiche avec les bulles. Donc aide au développement des artisans des îles Marie-Galante, des Iras et les Saintes. 2 axes de formation, enfin développer 2 axes, la formation continue et le CFA. Donc ce point-là, en plus, c'était très bien expliqué par Sonia, je ne sais plus son nom, mais c'était très bien
bien expliqué, j'ai bien aimé la manière dont elle voyait ça. En plus, elle est habituée, hein, elle nous expliquait qu'elle a déjà formé des gens puisqu'elle est esthéticienne. Donc ça, franchement, je trouvais que c'était très bien. Les OP, hein, donc les organisations professionnelles, un relais essentiel avec les artisans et la réappropriation de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc pareil, là, j'ai reçu le programme. En plus, c'est quand même clair. Donc, j'ai trouvé que c'était pas mal. Après, moi, ma grande préoccupation, c'était au niveau de la gestion de la crise. Hein, donc, je vais pas revenir dessus. Mais c'est vrai que le gros problème qu'on a, nous, en Guadeloupe, c'est que 80% de nos entreprises sont des TPE. Et là, en plein pendant la crise, le bureau a été éclaté. Hein. Donc, le 25 novembre, le préfet, il en a eu marre que les gens ne viennent pas travailler, ne viennent pas voter, les ceci, les cela. Donc, où est cette supériorité de l'intérêt général? Parce que là, concrètement, il n'y en a pas eu. Résultat, on devait mettre plein de choses qui étaient mises en place, ont dû être annulées. On n'a pas pu recevoir le ministre des TPE. Donc, les Guadeloupéens, justement, qui se demandent comment ça se fait qu'on n'a pas entendu la Chambre, posez-vous la question sur ce point-là. Regardez-vous vous-même, puisque c'était vous qui étiez dans la Chambre. Enfin, c'est vous qui étiez entre vous à ce moment-là. Donc, je ne sais pas. Vous avez un mot sur ça, peut-être? Je vais laisser la parole. Alors, par rapport au fait que, est-ce que les gens font vraiment passer l'intérêt supérieur de nos jeunes ou de la Guadeloupe avant leur envie personnelle? je pense qu'on revient au problème fondamental. Ce sont des êtres humains. Il y a la volonté, il y a l'envie de faire quelque chose. Après, pour y arriver, il faut savoir effectivement mettre de côté son ego, sans doute, travailler avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas nécessairement, mais en tout cas, aller au contact des gens qu'il représente. Et je pense que là, c'est ce qui a manqué. Aller au contact, demander aux gens ce dont ils ont besoin. Oui, mais ça, exactement, ça c'est un truc ce qui met des années. Et d'ailleurs, moi j'ai fait le calcul, hein, parce que j'ai entendu tout le monde dire oui, on va aller voir les artisans. Alors moi j'ai fait le calcul, il y a plus de 16 000 artisans. Admettons que les agents administratifs de la Chambre travaillent tous les jours non-stop, donc 365 jours, ça leur fait plus de 44,6 artisans à aller voir par jour pour pouvoir faire le tour de la Guadeloupe. Donc concrètement, ça aussi, les gens qui viennent vous dire on va aller voir les artisans parce que les artisans, personne n'est venu les voir avant, ces gens-là aussi, ils vous entourloupent. Hein. Franchement, il faut qu'ils arrêtent de vous prendre pour des pigeons au bout d'un moment. Donc le problème, c'est que ce travail n'a pas été fait. Ça veut dire qu'en 2016, quand il y a eu la rupture, il y a eu une vraie rupture. Ça veut dire que tout le monde est tombé dans ces bis-bis politiques. Et du coup, ils n'ont pas continué d'aller voir les artisans. Et c'est ce qui fait que la Chambre, peut-être, il y a eu un éloignement, puisque à partir du moment où, politiquement, ils font plus le travail qu'il faut, ils impulsent plus quelque chose. Les agents, eux, ils sont là pour faire ce que les politiques leur demandent de faire. Hein. Donc, le vrai problème, il est là. Donc, c'est un problème au niveau politique. Pendant ce temps, dans la vraie vie, voilà. Guadeloupe est un capoté monnaie. C'est ça. Au sérieux. C'est ça. Au sérieux. Les artisans, les entrepreneurs, beaucoup de créations d'entreprises, les porteurs de projets. Régulièrement, je suis dans un centre de coworking pas très éloigné d'ici. Je le vois au quotidien. Il y a beaucoup de porteurs de projets, il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'énergie créatrice, il y a beaucoup d'entrepreneuriat. C'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les systèmes en place sont déconnectés et dans la vraie vie, il y a de quoi faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous créez une structure pour aller chercher des business angels, je dis n'importe où, aller à Dubaï. Imaginons, Dubaï cherche à faire de l'argent un peu partout dans le monde. Je dis Dubaï... Pour en citer un. Si je ne sais plus comment on les appelle, s'ils viennent en Guadeloupe, les Qataris ou autres, s'ils viennent en Guadeloupe et voient tout ce qu'on produit, qualité de ce qu'on produit, si on arrive à créer ça, ou même des Américains, il y a beaucoup de choses. En fait, nous sommes riches. C'est ça. Et nous n'arrivons pas à valoriser notre richesse. Alors, je ne vais pas aller dans le jugement, je ne suis pas à la Chambre. Oui, mais de toute façon, on n'est pas là pour les juger. Mais de l'extérieur, on constate une vraie déconnexion, en fait, entre les rôles, les fonctions politiques, les postures politiques, les guerres, et le quotidien de l'artisan qui est là, qui a un besoin d'accompagnement, qui est dans le concret. Et il faut bien comprendre, alors peut-être que tous ceux qui écoutent et qui sont salariés ne le mesurent pas, mais un chef d'entreprise, il n'est pas gagné l'argent en journée là, il ne peut pas payer
Les gars, C'est ça. levez les matins, il faut y faire l'argent. C'est ça. Ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que c'est la force du travail, la force de la vente de sa production qui rentre sur son compte. Il faut remettre les choses un petit peu, il faut remettre ce qui est le plus important quand même. Et j'insiste sur le fait qu'on parle de la vie de centaines, de dizaines de milliers de personnes Et plus leurs enfants. et leurs enfants. Voilà. Donc on n'a plus le droit aujourd'hui, même C'est par ça. correction, par respect par rapport à ces gens-là qui se lèvent tous les matins, qui se couchent tard et qui travaillent H24, même le dimanche, on n'a pas le droit de se chamailler, de rentrer dans des... C'est ça. C'est une honte. C'est exactement ça. Voilà. C'est déjà moi-même, c'est comme ça que je le Donc ressens. nous devons respecter ces gens-là. Surtout quand j'entends qu'il y a déjà des vols au niveau des courriers, que le préfet commence, il y a déjà des communiqués de presse disant que les bulletins des artisans ont été volés, les postiers ont été frappés. Non, là je trouve franchement... Donc ça veut dire que on revient, donc là on fait quoi? On revient en 2016, on recommence les tricheries. J'aurais peut-être une suggestion. Alors, je ne connais pas les arcanes, je ne connais pas le mode de fonctionnement. Je suis là pour faire une chronique sur l'accompagnement, mais si je dois donner une ébauche de solution. Et si on rendait tout ça gratuit? Toutes ces fonctions, non payantes, bénévolat. Ben ça, franchement, je pense que ce serait une bonne chose. Je pense que ce serait vraiment une bonne chose. Il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. Il y en a pas mal là qui, je pense, peut-être se désisteraient. Et si on enlevait aussi le mot président, parce que je pense qu'il y en a juste président, peut-être ils ont l'impression que c'est la meilleure fonction du monde, mais tout le monde m'a dit oui, mais j'ai le droit, ils ont le droit de se présenter, ils ont le droit, on est dans une démocratie. Et le problème, c'est que j'ai entendu le mot devoir, c'est pas un mot. Alors moi, ça me fait rire qu'on en appelle à la France, à la démocratie française, quand ça nous intéresse. Donc j'ai le droit de me présenter, il a le droit de se présenter, tout le monde a le droit, mais personne n'a des devoirs, quoi. Donc ça, je trouve que oui. Rendons tout ça gratuit et je pense qu'on pourra peut-être avancer. Et la dernière liste, donc la liste de Gabriel Faure, on va afficher le programme. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai reçu aussi le programme au moment où je l'ai demandé. En plus, on a commencé l'émission avec 4 intervenants. Moi, je trouve ça grave quand même que des gens qui veulent se présenter... Encore une fois, on va me dire que je suis dure, mais moi, je suis désolée. Si quelqu'un ne peut pas venir, vous avez la possibilité de faire remplacer cette personne. Vous vous présentez pour une élection. Donc ça veut dire que demain, il va se passer quoi? Donc si quelqu'un a un problème au niveau de la chambre, toute la chambre va être bloquée parce que il y a une personne qui va avoir un problème personnel et qui ne pourra pas venir. Il faut qu'on sorte aussi de ces choses-là. Donc la liste est la formation, consolider les formations existantes et développer des formations post-bac. 2, l'accompagnement financier, donc créer et utiliser les outils de proximité. 3, le savoir-faire excellence. Donc ça fait partie pour moi du savoir-faire excellence. Ça veut dire que quand on donne un mot à quelqu'un et que le mot c'est 4 personnes sur le plateau, avec l'émission qui commence à peu près à 16h, après il y a les pubs et tout, et le savoir-faire et excellence, c'est de respecter les 4 personnes sur le plateau pour commencer l'émission. Je pense que quand on veut diriger notre jeunesse, l'excellence, c'est ça, leur dire on arrive à l'heure. Donc 4, le numérique, valoriser, favoriser et accompagner la transition numérique et digital. Et 5, la transmission, ça c'est très important, accompagner les jeunes dans la reprise d'entreprise et d'activité. Alors moi personnellement j'ai trouvé que c'était le programme le plus structuré, donc moi je ne suis là que pour faire un descriptif et peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais je suis payée pour donner les bonnes informations aux gens. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. Non ? Non. On part sur notre chronique ? Si vous voulez. Vous voulez rajouter quelque chose ? Je pense que tout a été dit, effectivement. Vous qui êtes professeur, franchement, pour nos jeunes, vous leur apprenez quand même quand vous avez des projets qu'il faut arriver à l'heure, qu'il faut respecter. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ces gens qui prônent l'exigence en tout. Il faut être exigeant envers les autres, mais envers soi-même. C'est ça. Donc nécessairement, arriver à l'heure, c'est le premier point. Ensuite, il y avait des exigences et des objectifs qui étaient de présenter les programmes. Ça permet déjà de discriminer, en tout cas de faire la part des choses entre ceux qui sont en capacité de répondre à une exigence simple et ceux qui ne le sont pas. Et je ne suis absolument pas du milieu, donc... oui, non, mais vous êtes, vous êtes enseignant, donc vous n'avez rien à voir avec la chambre des métiers. Ça veut dire qu'il y a des conflits d'intérêts quelconques, voilà.
Donc de toute façon, là, personne n'a Oui, de je suis conflit, sur aucune liste également. Ouais, non, mais- Je suis chef d'entreprise, mais je ne suis pas artisan, je suis sur aucune liste. Et de toute façon, moi, donc, je n'ai pas de problème. De toute façon, les Guadeloupéens me connaissent. Hein, ils savent que même quand on fait les émissions économiques avec la région, bah, s'il y a quelque chose à dire, je le dis. Quand le préfet vient à Canal et qu'il dit quelque chose, niveau économique, hein, je parle parce que c'est mon domaine, et ben, l'ancien préfet, je l'ai démenti moult fois. Donc, et d'ailleurs, même quand on a reçu les ministres, bah, s'il y a un truc qui disait qui n'était pas bon, je leur disais carrément. Donc voilà, tout le monde est logé à la même enseigne. Alors du coup, est-ce qu'on parle de notre Oui. point ou on le fait J'ai une un- prochaine fois? Non, on parle maintenant, j'ai un point Très surprise. bien. Alors en tout cas, je tiens vraiment à vous remercier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach professionnel. Donc j'accompagne des personnes, des équipes, j'interviens en entreprise. Et donc j'ai toute une batterie d'outils sur le développement, sur les relations. Et en fait, j'insiste souvent sur le développement humain. Voilà, je travaille dans le développement humain. Et je me suis dit, mais par rapport à tout ce qu'on raconte, tous les problèmes de relations, mais qu'est-ce qui pourrait nous aider à nous auto-observer? Parce que bon, c'est facile, hein, c'est toujours problème à l'autre là, donc on va bien, nous bien. Je ne suis pas sûr qu'on puisse changer les gens, mais qu'est-ce qui pourrait nous aider à nous auto-observer? Donc j'ai trouvé un outil, alors qui est connu pour ceux qui s'y intéressent. Alors je vais lui demander de le mettre dans quelques D'afficher. Ouais. Ça s'appelle le triangle dramatique. Alors le triangle dramatique ou encore le triangle de Karpman. Donc c'est à la base des jeux psychologiques de manipulation et de communication. Donc c'est une figure d'analyse transactionnelle. Donc ce sont des sciences humaines qui a été développée par Stephen Karpman en 1968. Alors il met en évidence des scénarios entre les personnes, notamment en cas de conflit. Donc vous voyez ce triangle, il y a 3 pointes. Donc il y a un persécuteur, donc un bourreau. Le persécuteur, il fait souffrir autrui pour tenter de canaliser ses propres peurs et douleurs. Quand on endosse le rôle de persécuteur, on tente de s'imposer ouvertement. Je dois leur dire comment il faut faire et agir parce que je sais mieux que les autres, j'ai raison. OK? Le sauveteur, c'est celui qui vole au secours de l'autre, même quand autrui ne lui a rien demandé, pour son propre bien, parfois au détriment de celui d'autrui. Donc quand on endosse le rôle de sauveteur, on cherche à dominer en se rendant indispensable. On est le Superman, on vient sauver la situation. Et puis la victime, elle se sent impuissante, elle est irresponsable et elle espère que quelqu'un va soulager son malaise. Quand on endosse le rôle de victime, on cherche à dominer en apitoyant autrui. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors c'est un jeu psychologique. C'est un scénario qui est pratiqué inconsciemment et qui se répète tout au long de la vie lorsqu'on ne s'en rend pas compte. C'est un jeu en fait entre 2 parties. Et régulièrement, ces 2 parties ou ces 2 personnes occupent à tour de rôle chacun de ces rôles. Donc c'est-à-dire que quelquefois, prenez le temps d'analyser lorsque vous êtes en conflit, il vous arrive d'être victime. Vous occupez pleinement cette fonction de victime. Et puis, en retour, vous devenez quelquefois persécuteur. Et enfin, il vous arrive aussi quelquefois d'être sauveteur. Et il arrive aussi qu'on vienne et puis on veut sauver la situation, on veut apporter des solutions, on veut régler les problèmes. Et ensuite, on se dit victime d'attaque. Et en réponse, on devient persécuteur. D'accord. Donc, c'est un jeu psychologique. Et la communication est perturbée lorsque tous les protagonistes adoptent ces rôles plutôt que d'exprimer concrètement leurs idées, leurs émotions. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, on est à tour de rôle dans ces 3 schémas. Et c'est un cercle qui crée du malaise. C'est un cercle, enfin un triangle, qui crée de l'inconfort, qui crée de la souffrance. Et on le répète sans cesse, sans cesse. Je suis victime, à quel fonchoua, à caïdéo. Je suis victime, à fonchoua, et je suis le sauveur. Régulièrement dans les entreprises, on retrouve cela, et même au niveau de la société. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut sortir de ça? Alors déjà, il faut repérer quand on est dans ce schéma-là. On est victime, mais est-ce qu'en écrasant tout, on ne devient pas persécuteur? Et est-ce qu'en fait, on ne va pas prendre fait et cause pour des gens sans connaître le fond du problème, alors qu'on ne nous a rien demandé? Donc il faut prendre conscience de cela. Il faut se demander si on n'endosse pas un de ces rôles et si on n'est pas entraîné dans ce système-là. Parce que, comme son nom l'indique, il est dramatique, donc il faut en sortir. Et puis aussi se dire, mais est-ce que ce serait peut-être pas mieux de parler du problème concrètement? Parce que vous regarderez qu'il y a très souvent des tensions, il y a des conflits, mais on ne parle pas vraiment, factuellement des choses.
Donc ce serait important de rester dans les faits, en fait, sans se préoccuper de la personne qui représente l'autre partie. On est sur les personnes, on est sur les émotions, on n'est pas sur les faits. On n'est pas factuel. Et quelquefois, l'autre en face, il est très factuel. Eh bien, nous, on se retrouve à tour de rôle dans ce schéma et on tourne en rond. Et ça peut aller jusqu'au niveau de la société. Il faut également éviter les sous-entendus. Donc, demander de clarifier les choses. Ce qui est attendu de part et d'autre. Qu'est-ce que vous voulez? Dans votre savoir se mettre à la place de l'autre. C'est ça que tu veux? Ok, tu l'exprimes peut-être mal, mais je n'avais pas compris. Voilà ce que je veux, moi. À ce moment-là, on peut se comprendre, on peut échanger, on peut discuter et pas babiller et pas se battre. Et on constate quelquefois que quand on prend le temps d'éviter les sous-entendus, d'être factuel, ben, on découvre en fait qu'on n'est pas totalement en désaccord sur tout. Et puis, reconnaître ses torts. Il faut arrêter. Il faut arrêter. À pas monsieur qui pis bitin qui tout le monde, qui pis mauvais qui tout le monde, qui nie tous les défauts, et vous bien ou pis belle qui tout le monde. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Dans des parties, lorsqu'il y a une confrontation, là, il faut savoir reconnaître ses torts. C'est faire preuve de grandeur, de sagesse, de responsabilité. Quand on dit « Ok, là je me suis trompé », on invite l'autre à changer de posture. On désamorce des problématiques. Et puis il y en a d'autres. Hein. Éviter les reproches, cesser d'attendre que les autres voient la vie comme vous. Je vois la vie d'une certaine manière, je considère que c'est comme ça, mais c'est ma perception des choses, c'est ma vision des choses. Alors je dis ça à pas meilleur que tout le monde. Moi aussi, il m'arrive de rentrer dans le triangle de Karpman. Ça arrive inconsciemment à tout le monde. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner un nom, de vous donner un outil pour que vous puissiez aller sur YouTube, aller sur Google, taper triangle de Karpman et vous auto-observer. Parce que force est de constater aujourd'hui en Guadeloupe qu'on ne s'entend pas. On ne parle pas. Nous, en la guerre perpétuelle avec nous-mêmes. Eh bien, Gilles Casimir, alors vous pouvez... Alors moi déjà, j'invite le prochain président de la Chambre, hein, on ne sait pas qui c'est, on aura la surprise bientôt, je crois que c'est jusqu'au 19 octobre pour la fin du dépouillement, pour avoir les résultats. J'invite, ils vont encore dire que je me mêle de tout ce qui ne me regarde pas, mais c'est pas grave, comme je disais l'autre jour, on est habitués, les professionnels sont habitués avec moi en Guadeloupe. Donc j'invite très fortement le prochain président à se rapprocher de ses services et de mettre en place justement le coaching pour les chefs, pour nos artisans, les chefs d'entreprise, et bientôt ce sera les élections de la CCI, je leur dirai la même chose, donc pas de problème pour ça. Un petit mot pour la fin. Comment ça se passe au niveau de la rentrée là? C'est un peu la galère aussi, hein? Ça a été extrêmement laborieux, on en revient au problème de départ. Quand on ne consulte pas les premiers concernés, on se retrouve dans des situations problématiques. En plus, on avait posé la question au ministre quand il était venu, comment ça va se passer pour la rentrée. Bien évidemment, c'est un sujet qui traîne. On va recevoir de toutes les façons les syndicats enseignants pour parler de ça. La semaine prochaine, on va recevoir les infirmières. On va recevoir quelques infirmières qui sont infirmières libérales. D'ailleurs, on a retrouvé l'infirmière qui était sur la manifestation de Basse-Terre et elle a pas mal de choses à nous dire. Enfin oui, la manifestation anti-pass de Basse-Terre, elle a pas mal quand même de choses à nous dire, comment ça s'est passé en Guadeloupe par rapport au manque d'oxygène. On ne va pas parler de vaccination bien évidemment, mais de leurs conditions de travail, comment ça se passe, les pénuries, les problèmes qu'elles rencontrent, le matériel. Donc voilà, merci de nous avoir suivis, bonne semaine à tous, à la semaine prochaine, au revoir. Au revoir, merci. Merci d'être venu sur le plateau. Au revoir, merci.